Le gros plan saisit d'abord ses mains jointes, noueuses et un peu sales, puis remonte le long de ses bras fins. Ses yeux, d'un bleu profond, imploraient. Il portait le poids d'un monde bien trop lourd pour ses jeunes épaules. Léo, à peine 10 ans, serrait contre lui un vieux vélo dont la peinture écaillée révélait les innombrables aventures passées. Chaque rayon tordu et chaque marque sur le cadre racontait une histoire. Une histoire qu'il était sur le point de troquer contre l'espoir. La caméra s'éloigne lentement, révélant un homme ébène, en costume sur mesure, l'observant avec une curiosité à peine dissimulée, une expression de dédain mêlée à une once d'intrigue sur son visage parfaitement rasé. Léo était un enfant des rues de Montreuil, une banlieue vibrante de Paris, où les rêves se frottaient à la dure réalité. Son quotidien, il le partageait avec sa mère, dont la santé chancelait comme une flamme au vent, et sa petite sœur, Clara, dont le rire clair était le seul rayon de soleil dans leur minuscule appartement. Depuis que sa mère avait perdu son emploi à l'usine, la vie avait basculé dans un abîme de précarité. Léo, malgré son jeune âge, était devenu le pilier silencieux de sa famille, un stratège de la survie, un petit homme obsédé par l'idée de remplir les assiettes vides. Chaque matin était une nouvelle quête, chaque jour une nouvelle bataille contre la faim qui serrait l'estomac de sa mère. La faim. Ce mot résonnait dans l'appartement comme un glas, pesant lourdement sur l'atmosphère déjà oppressante. Cela faisait 3 jours que sa mère n'avait rien avalé de solide. Sa silhouette amaigrie, s'effondrant un peu plus à chaque heure. Le garde-manger, autrefois modeste, était désormais une caverne vide, résonnant du silence des espoirs envolés. Léo sentait cette angoisse monter en lui, une brûlure froide au fond de l'estomac. Ses petits doigts effleurèrent la peau diaphane de sa mère endormie, ce contact doux le ramenant à la terrible réalité. Il fallait agir, immédiatement. Mais que faire quand on n'a rien? Son regard dériva vers le coin de la pièce où, comme un trophée oublié, trônait son vieux vélo. C'était plus qu'un simple engin à 2 roues. C'était un vestige de son père, un cadeau emballé de rires et de promesses avant qu'il ne disparaisse sans laisser de traces, emporté par le vent de l'incertitude. Le vélo était le dernier lien tangible avec un passé heureux, le souvenir d'une époque où la faim n'était qu'un mot lointain. Abandonner ce trésor, c'était abandonner une partie de son âme, mais l'image de sa mère, pâle et faible, primait sur tout le reste. La décision, bien que déchirante, était prise. Il allait vendre son vélo. Il le devait. Pour sa mère, pour Clara, pour l'espoir d'un lendemain moins sombre. Il le nettoya avec un chiffon humide, chaque geste imprégné d'une tristesse solennelle, mais aussi d'une détermination inébranlable. Si vous êtes touché par l'histoire de Léo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos récits inspirants. Léo serrait fermement le guidon usé de son vélo, une étincelle d'espoir vacillant dans ses yeux, fatigués, alors qu'il se fondait dans le tumulte des rues parisiennes. Chaque coin de rue, chaque place animée, devenait un nouveau champ de bataille dans sa quête désespérée. Il avait commencé sa journée avec une détermination farouche, mais la capitale, indifférente à ses peines, semblait se refermer sur lui. La ville lumière, ce tableau vivant, de la richesse et de l'élégance, dévoilait aussi ses ombres d'une cruauté silencieuse. Les passants pressés, enveloppés dans leurs manteaux coûteux, leurs visages masqués par la hâte ou l'ennui, ne voyaient en Léo qu'une silhouette parmi tant d'autres, une perturbation éphémère dans leur routine bien huilée. Il abordait les gens avec une voix hésitante, mais pleine d'urgence, son histoire sur les lèvres,
un mélange de fierté et de détresse. « Monsieur, voulez-vous acheter mon vélo? Il est en bon état. » Parfois, il ajoutait la vérité déchirante, celle de sa mère affamée, espérant que la franchise toucherait une corde sensible. Mais la plupart du temps, ces mots se perdaient dans le brouhaha ambiant. Certains le regardaient avec un air de pitié passagère avant de détourner le regard, d'autres l'ignoraient carrément, le traitant comme un inconvénient, une mouche bourdonnante qu'on écarte d'un geste lassé. Un jeune couple, rieur, l'avait même taquiné sur le prix dérisoire qu'il demandait pour un tel vieux tas de ferraille, ajoutant une nouvelle dose d'amertume à son cœur déjà lourd. Léo avait commencé près des grands boulevards, là où les touristes flânaient, dépensant sans compter pour des souvenirs inutiles. Il pensait naïvement que leur générosité serait plus facile à éveiller. Mais il fut déçu. Il s'était ensuite déplacé vers les quartiers d'affaires, imaginant que les hommes en costume, visiblement prospères, seraient plus enclins à faire une bonne action. Là encore, le même mur d'indifférence. Les sacs en cuir des hommes d'affaires valaient probablement plus que tout ce qu'ils possédaient au monde. Et pourtant, ils passaient sans un regard, leurs esprits accaparés par des chiffres et des rendez-vous. Le soleil avait commencé sa lente descente, peignant le ciel de teintes orange et violette, tandis que la faim, une vieille connaissance, intensifiait sa morsure dans l'estomac de Léo. Mais ce n'était pas sa propre faim qui le torturait le plus. C'était l'image persistante de sa mère, pâle et faible, dont le dernier repas remontait à 3 jours, qui aiguisait sa détermination. Chaque échec était un coup de poignard, mais il ne pouvait pas abandonner. Abandonner, c'était trahir sa mère, sa petite sœur, et la promesse silencieuse qu'il leur avait faite. Il s'était aventuré dans un petit parc, espérant trouver des âmes plus contemplatives, mais les rares promeneurs le regardaient avec méfiance, craignant une sollicitation. Puis il avait tenté sa chance devant un café bondé, où les rires et les discussions animées semblaient n'étouffer sa propre détresse. Il avait même essayé d'interpeller un barman qui sortait fumer une cigarette, mais l'homme, le regard éteint, avait secoué la tête avec lassitude. Les heures s'étiraient, lourdes et infructueuses. La fatigue s'accumulait. Ses petits bras commençaient à trembler sous le poids du vélo qu'il poussait ou portait parfois dans les escaliers du métro qu'il était obligé de franchir. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, transformant Paris en un spectacle scintillant, ironiquement magnifique pour un enfant dont le monde s'assombrissait. Le désespoir menaçait de le submerger, mais une force invisible, alimentée par l'amour filial, le poussait à continuer. Il devait trouver quelqu'un, n'importe qui verrait au-delà du vélo rouillé, qui verrait la détresse derrière ses yeux d'enfant. Alors, il continua d'avancer, son vieux vélo comme une ancre, ses prières silencieuses s'élevant dans le ciel parisien. Léo, les jambes lourdes, le cœur battant la chamade, sentait l'étreinte du désespoir se resserrer autour de lui. Le soleil avait entamé sa lente descente vers l'horizon, peignant le ciel parisien de teintes orangées et violettes. Mais pour Léo, cette beauté n'était qu'une toile de fond à son échec retentissant. Ses dernières tentatives de vendre son vélo avaient toutes échoué, laissant un goût amer de frustration dans sa bouche. Il avait traversé des boulevards bruyants, des ruelles discrètes, la place de la Concorde elle-même, mais partout, c'était la même indifférence crasse qui l'accueillait. Les passants détournèrent le regard, pressés, absorbés par leur propre vie et leurs propres soucis, incapables de percevoir l'urgence silencieuse gravée sur le visage du garçon.
Alors qu'il longeait les immeubles haussmanniens austères d'un quartier d'affaires, une lueur d'espoir vacilla en lui. Devant un immeuble de verre et d'acier, dont le luxe transpirait de chaque pierre, une voiture noire rutilante s'arrêta. Un homme en costume impeccable, l'air grave et l'allure assurée, en sortit, son smartphone déjà collé à l'oreille. C'était Monsieur Dubois, une figure respectée du monde de la finance, dont la réputation de froideur et d'efficacité n'était plus à faire. Léo l'avait déjà vu dans les journaux, son visage sévère imprimé en noir et blanc. Une dernière tentative, se dit le garçon. C'est ma dernière chance. Rassemblant le peu d'énergie qui lui restait, Léo s'approcha de Monsieur Dubois, son vieux vélo brinque-ballant à ses côtés. La sueur perlait sur son front, non pas à cause de la chaleur, mais de l'appréhension et de la faim qui le tenaillaient. Son estomac gargouillait, mais l'image de sa mère, pâle et affaiblie, anéantissait toute sensation de faim personnelle. Il s'interposa, hésitant un instant, puis d'une voix à peine audible, mais chargée de tout le désespoir du monde, il prononça les mots qu'il avait répétés mentalement 1000 fois. Des mots qui résonnaient comme un écho dans le silence assourdissant de son angoisse. « Achetez mon vélo, monsieur. Maman n'a pas mangé depuis 3 jours. » Monsieur Dubois, interrompu au beau milieu d'une conversation importante, fusilla Léo du regard, visiblement agacé par cette intrusion inattendue. Son front se plissa, trahissant une impatience manifeste. Ses lèvres fines s'apprêtaient à formuler une réprimande sèche, un renvoi sans appel. Mais les mots restèrent suspendus dans l'air. L'intensité du désespoir dans les yeux de Léo, cette sincérité brute et non feinte, le figea sur place. Il ne répondit pas immédiatement, le combiné de son téléphone toujours à l'oreille, mais sa conversation s'interrompit brusquement. Son visage, d'abord marqué par l'agacement, laissa transparaître un mélange indéfinissable de surprise, voire de trouble. Il observa le garçon, puis le vieux vélo, puis de nouveau le garçon, comme si une pièce du puzzle venait de tomber, bouleversant l'ordre établi de sa journée minutieusement planifiée. L'écho de cette phrase résonnait dans son esprit, brisant la bulle protectrice de son monde privilégié. Maman n'a pas mangé depuis 3 jours. Ces quelques mots, prononcés avec tant de détresse, firent naître une fissure dans sa carapace d'homme d'affaires impitoyable. Une fissure qu'il n'avait pas sentie depuis des années, peut-être même jamais. Le silence s'étira, lourd de l'attente de Léo et de la perplexité grandissante de Monsieur Dubois. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel discours. Monsieur Dubois finit par raccrocher son téléphone, le posant machinalement dans la poche intérieure de sa veste. Ses yeux, d'habitude froids et calculateurs, se posèrent sur Léo avec une nouvelle intensité. Il ne parlait toujours pas, mais son regard sondait l'âme du garçon, cherchant à percer le mystère de cette soudaine intrusion. Léo, le cœur battant à tout rompre, attendait son verdict, ses mains agrippées au guidon rouillé de son vélo, comme à une bouée de sauvetage. Finalement, d'une voix grave et posée, mais sans l'agressivité à laquelle Léo s'attendait, Monsieur Dubois demanda « Qui es-tu, mon garçon, et pourquoi vends-tu ce vélo ?» Léo, un peu intimidé par cette voix autoritaire, mais rassuré par l'absence de colère, prit une profonde inspiration. Avec une honnêteté désarmante, il commença son récit. Il parla de sa mère, de la maladie qui la rongeait, de la perte de son emploi qui avait plongé leur petite famille dans la misère. Il décrivit leur appartement modeste, le garde-manger vide, la faim qui était devenue une compagne constante. Il expliqua la disparition de son père, un vide douloureux qui avait laissé un goût amer
et une lourde responsabilité sur ses jeunes épaules. Il raconta comment ce vélo, jadis un cadeau précieux de son père, était devenu le dernier recours, l'ultime espoir pour acheter de la nourriture, des médicaments, pour faire vivre sa mère et sa petite sœur. Chaque mot était empreint d'une sincérité déchirante, d'une dignité qui dépassait son jeune âge. Il n'embellissait rien, ne cachait rien, livrant sa vie à nu, sans phare. Monsieur Dubois écoutait attentivement, son visage impénétrable. Mais au fur et à mesure que Léo parlait, quelque chose changeait dans son regard. L'histoire du garçon, ce combat pour la survie, l'écho d'une enfance modeste et d'une lutte acharnée pour s'en sortir, résonnait étrangement avec son propre passé. Il se revoyait, jeune homme ambitieux, issu d'un milieu défavorisé, travaillant sans relâche pour échapper à la pauvreté. Il se souvenait des privations, des sacrifices, de la faim même qu'il avait parfois connue. Cette révélation inattendue, ce miroir tendu par un enfant, le toucha profondément là où il ne s'y attendait pas. Ce n'était pas la première fois qu'on l'abordait dans la rue, mais jamais avec une telle authenticité, une telle urgence. La carapace de Monsieur Dubois, durement forgée par des années d'affaires impitoyables et de succès froids, commença à se fissurer. Il ne voyait plus Léo comme un simple mendiant importun, mais comme un jeune guerrier, un enfant courageux et dévoué, prêt à tout pour sa famille. Il reconnut en lui une étincelle de sa propre détermination juvénile, un écho lointain de ce qu'il avait pu être avant que le monde des affaires ne le rende cynique et distant. Son cœur, qu'il croyait endurci à jamais, ressentit une pointe de compassion, une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des lustres. Il ne s'agissait plus seulement d'un vélo et d'une somme d'argent, mais d'une vie, d'un destin qui se jouait juste devant lui. Le millionnaire, habitué aux chiffres et aux transactions, se retrouvait face à une réalité humaine brute, une réalité qui le ramenait à ses propres origines, à ses propres luttes silencieuses. L'empathie, cette émotion si étrangère à son quotidien, commençait timidement à percer le blindage de son indifférence forcée. L'écho de la détresse de Léo avait frappé Monsieur Dubois avec une force inattendue. Sa raideur habituelle se muait désormais en une forme d'hésitation, une curiosité piquée au vif par ce petit garçon au regard si intense. Il ne pouvait ignorer ces mots, cette fracture soudaine dans son quotidien ordonné. Après un moment de silence pesant, il fit signe à Léo de le suivre, son expression demeurant impénétrable. Léo, le cœur battant, obéit, tirant son vélo derrière lui. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais l'alternative, retourner chez lui les mains vides, était insupportable. Monsieur Dubois, après un rapide coup de fil pour annuler son prochain rendez-vous, se mit en marche, un pas décidé, mais étrangement moins pressé qu'à l'accoutumée. Le trajet fut silencieux. Léo, intimidé par la stature de l'homme d'affaires, se contentait de le suivre à distance respectueuse, son petit cœur espérant contre toute attente. Monsieur Dubois, de son côté, observait discrètement le garçon, analysant chaque détail de ses vêtements usés, de ses mains sales, de la façon dont il tenait fermement son vélo, comme s'il s'agissait du dernier vestige d'une vie meilleure. Il le mena vers un quartier moins ostentatoire, loin des fastes des Champs-Élysées, dans les rues étroites et labyrinthiques où se nichaient de petits immeubles anciens. Enfin, ils arrivèrent devant un immeuble modeste à la façade défraîchie, où la peinture s'écaillait et les volets pendaient de travers. Léo s'arrêta, pointant du doigt une fenêtre au 3e étage. « C'est là, monsieur », dit-il d'une voix à peine audible. Monsieur Dubois le regarda, son visage se durcissant un instant,
comme s'il se préparait à affronter une réalité qu'il avait longtemps oubliée. Il entra dans le hall sombre et malodorant, sentant la moisissure et la pauvreté imprégner l'air. Léo montait les marches deux par deux, le milliardaire le suivant, chaque pas de ce dernier résonnant lourdement dans l'escalier étroit. À l'intérieur de l'appartement, la lumière était faible, occultée par des rideaux tirés. L'air était lourd, empli de l'odeur du médicament et d'une lassitude palpable. Sur un canapé défoncé, Madame Dubois, la mère de Léo, était allongée, le visage cireux et les traits tirés par la maladie et la faim. Sa petite sœur, Léa, âgée de 5 ans, était assise à côté d'elle, tenant sa main, le regard vide. La scène frappa Monsieur Dubois de plein fouet. Les paroles de Léo n'étaient pas une fable, pas une tentative d'extorquer de l'argent. C'était la vérité brute, implacable. La vue de cette femme faible, à peine capable de soulever sa tête, confirmait chaque mot du petit garçon. Les larmes montèrent aux yeux de Léo en voyant sa mère si affaiblie. « Maman, j'ai amené quelqu'un », chuchota-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Madame Dubois ouvrit péniblement les yeux, clignant des paupières sous la faible lumière. Elle tenta un sourire forcé en apercevant l'inconnu élégant. Monsieur Dubois, pourtant habitué aux mondanités et aux drames financiers, se sentit déstabilisé. La pauvreté qu'il avait connue dans sa jeunesse lui revenait en mémoire, mais jamais il n'aurait imaginé la revoir avec cette intensité. Il réalisa, avec une clarté désarmante, que Léo ne cherchait pas le luxe, mais simplement la survie. Sa décision fut immédiate, irrévocable. Il ne se contenterait pas d'acheter ce vélo. Il ferait plus, bien plus. Ce n'était pas seulement une transaction, c'était une mission, une opportunité de corriger une injustice flagrante, de redonner de l'espoir là où il n'y en avait plus. La carapace de l'homme d'affaires impitoyable se brisa définitivement. Il sortit son téléphone, non pas pour un appel professionnel, mais pour une série d'instructions rapides et précises. « J'ai besoin de nourriture, de médicaments et d'un médecin, immédiatement », dit-il à son assistant, la voix pleine d'une nouvelle autorité, une autorité empreinte de compassion. Il se tourna vers Léo et sa mère, l'ombre d'un sourire adoucissant, les traits de son visage habituellement sévères. « Ne vous inquiétez plus, dit-il, je suis là pour vous aider. » Léo, les yeux écarquillés, ne comprenait pas tout, mais il sentait une chaleur nouvelle l'envahir. Un poids immense venait de s'enlever de ses épaules. Monsieur Dubois, sans attendre, se dirigea vers la porte, laissant Léo auprès de sa mère et de sa sœur. Il revint quelques minutes plus tard, non pas les mains vides, mais avec un sac rempli de provisions qu'il avait fait livrer en urgence. Il y avait du pain frais, du fromage, du jambon, du jus de fruits, des choses simples, mais qui représentaient le monde pour cette famille affamée. Il plaça le sac sur la petite table de cuisine branlante. « Mangez, dit-il, la voix plus douce qu'il ne l'avait jamais été. Et je reviendrai avec le docteur. » Monsieur Dubois tint parole, et bien au-delà des espérances les plus folles de Léo et de sa famille. Loin du geste symbolique qu'il aurait pu se contenter de faire, il s'engagea pleinement dans leur redressement. La première étape fut de prendre en charge les frais médicaux de la mère de Léo. Il fit appel aux meilleurs spécialistes, s'assurant qu'elle reçoive les soins nécessaires pour retrouver sa pleine santé. Les jours de pâleur et de faiblesse furent rapidement remplacés par une force retrouvée, un sourire qui n'avait pas été vu depuis si longtemps. Puis vint la question du travail. Comprenant que la dignité passe aussi par l'autonomie, Monsieur Dubois, grâce à son vaste réseau, aida la mère de Léo à trouver un emploi adapté
à ses nouvelles conditions physiques. Ce n'était pas un travail pénible, mais un poste qui lui permettait de contribuer au foyer, de retrouver une place active dans la société, sans sacrifier sa santé. La lueur d'espoir qui avait commencé à poindre quelques jours plus tôt se transforma en une flamme vive et constante. Pour Léo et sa petite sœur, l'avenir s'éclaircit d'une manière qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Monsieur Dubois, reconnaissant l'intelligence et la détermination de Léo, finança leurs études. Léo, libéré du fardeau quotidien de la survie, put se consacrer pleinement à l'école. Ses excellents résultats n'étaient pas seulement le fruit de ses capacités, mais aussi d'une gratitude profonde envers l'homme qui avait tout changé. Il savait que chaque livre ouvert, chaque leçon apprise, était une opportunité offerte de construire un avenir solide, non seulement pour lui, mais pour toute sa famille. Sa sœur, inspirée par l'exemple de son grand frère et par la bienveillance de leur bienfaiteur, s'épanouissait elle aussi, dans un environnement enfin stable et sécurisant. Le vieux vélo de Léo, celui-là même qui avait été l'instrument de son désespoir et le catalyseur de sa rencontre inattendue, ne fut jamais oublié. Monsieur Dubois le fit restaurer avec soin, le transformant en un objet précieux, bien plus qu'un simple souvenir. Il devint le symbole silencieux du courage d'un enfant et du tournant décisif de sa vie. Léo le garda précieusement, le montrant à sa sœur comme une relique, le récitant l'histoire de ce jour où la faim avait croisé la fortune et où l'humanité avait triomphé de l'indifférence. La famille se rétablit pleinement, non seulement matériellement, mais aussi moralement. La maison, autrefois silencieuse et sombre, résonnait désormais de rires et de conversations animées. Léo grandit en un jeune homme accompli, dont les yeux conservaient la profondeur de celui qui avait connu la misère, mais le regard était désormais empli d'une gratitude sincère et d'une détermination inébranlable. Il n'oublia jamais d'où il venait, et inspiré par Monsieur Dubois, il s'engagea à son tour à aider les autres, créant des bourses d'études pour des jeunes défavorisés. Quant à Monsieur Dubois, cette rencontre fortuite ne fut pas un simple acte de charité, mais une véritable renaissance. La carapace que les années d'affaires avaient forgée se brisa complètement. Il redécouvrit le sens de l'humanité, la valeur de la compassion et la joie indicible que procure le fait de tendre la main. Il comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas seulement aux chiffres sur un compte en banque, mais à l'empreinte qu'on laissait dans la vie des autres. Son image de financier froid et distant s'effaça peu à peu, remplacée par celle d'un homme qui avait retrouvé son âme. L'histoire de Léo nous rappelle que derrière chaque visage, il y a une histoire, une lutte silencieuse, une dignité à préserver. N'oublions jamais le pouvoir transformateur d'un seul acte de gentillesse. Si cette narration vous a touché, abonnez-vous et partagez-la. Quel geste d'humanité vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire.